Salut, salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et cette fois pour parler des Aether Guild. C'est que je vais la garder. Ah non. Ah si, ah, t'es foutu. Bien sûr que je la garde. Ah, donc du coup, suite à cette fantastique intro de Valentin, vous avez compris qu'aujourd'hui nous allons vous présenter la maison des Aether Guild. Remets-toi de tes émotions, Alors, tout va bien. c'est pas la maison des Aether Guild, les maisons sont vraiment strictement réservées aux mages. J'ai dit un truc, j'ai déjà dit une connerie. Ouais, mais c'est pas grave, tu découvres aussi. Là, on parle des Aether Guild, donc c'est, pour faire simple, c'est la civilisation des communs, qui, suite à la Grande Guerre contre les mages qui a lieu 3 siècles auparavant, s'est regroupée pour tout simplement créer une civilisation autour de l'énorme cratère qui a été créé par l'explosion lors de la Grande Guerre. Yes. Au début, ils étaient pleins de bonnes intentions. Ils ont voulu créer une société méritocratique. Mais. Voilà, c'est ça. Il y a un mais et il y a un gros mais. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a perdu toutes ces valeurs. Tout est contrôlé par ce qu'on appelle les barons de fer. C'est les grands chefs des guildes et des différentes corporations qui font l'ensemble des Aether Guild. On en retrouve plusieurs. Il y a la guilde des Aether Prospecteurs. Donc ça, c'est une guilde qui sont spécialisées dans le raffinage de l'Aether, qui est la ressource première de cette civilisation. Voilà. Par exemple, il y a un petit bonhomme qui s'appelle Cyrus, qu'on verra juste après, qui est un membre de cette guilde. On a la guilde des Aether ingénieurs. Donc là, c'est tous les mécaniciens, les ingénieurs, ceux qui vont développer la technologie, qui va servir d'une part... Peut-être ce genre de personnage, là? Peut-être ce genre de personnage, par exemple, qui est bien. Sarah. C'est vraiment, ils sont là, eux, ils travaillent avec tout le monde. Okay. C'est-à-dire qu'ils vont fournir de l'équipement pour la roue de fer, donc la branche militaire, l'armée privée des Aether Guild, pour les prospecteurs, parce qu'il faut un matériel très spécifique pour récolter sans risque, ou avec le moindre risque possible, la ressource qui est l'Aether, et également pour tout ce qui est l'industrialisation. On a également la guilde des marchands. Alors eux, c'est assez simple, hein, ils dirigent les banques, ils s'occupent de toutes les transactions avec les différents autres peuples, par exemple avec la Voie Véritable, parce que la Voie Véritable, donc qui est une autre faction qu'on verra dans le jeu, qui arrivera un peu plus tard, mais qui sera disponible pendant le financement, c'est une faction qui est à l'opposé, très peu développée, on va dire, de manière technologique, exactement, mais qui ont beaucoup de ressources et de nourriture. Là, en l'occurrence, les Aether Guild, ils sont posés, comme je l'ai dit, à l'endroit du cratère de la bombe. Et forcément, rien ne pousse sur place. Eux, ils sont mis là pour une seule raison, pour exploiter le reste des ressources d'Aether et pouvoir développer au maximum et avancer au maximum leur technologie sans pour autant devoir partir ailleurs chercher en prospection. Donc effectivement, ils ont relativement peu de ressources et leur objectif, c'est d'avoir le meilleur rendement, on va dire, dans l'exploitation des ressources qu'ils peuvent avoir. C'est tout à fait ça. Donc la guilde des marchands, c'est leur but et ça leur arrive même de faire des échanges avec les maisons d'Antalion. D'accord. C'est assez rare, mais ça arrive régulièrement parce que les mages sont très adeptes de ce qu'on appelle la poussière d'Aether. Et moyennant quelques... Ouais, voilà, t'as tout compris. Et moyennant quelques pièces d'or et d'argent, en fait, il y a des bons accords qui se font comme ça. Ensuite, on a la roue de fer. Alors la roue de fer, c'est l'armée privée des Aether Guild. Ok. C'est vraiment la branche militaire qui surveille à l'intérieur de la ville. Donc ça fonctionne en division. Donc chaque soldat est appelé un divisionnaire. Il y a évidemment une hiérarchie très militarisée. Et c'est ceux aussi qui sont responsables d'escorter les Aether prospecteurs ou ingénieurs quand ils partent en expédition pour assurer leur sécurité tout simplement. Mais du coup, c'est peut-être la branche la plus représentée d'un point de vue du jeu ou pas spécialement? Non, pas spécialement. C'est les combattants, quoi, on va dire. Ouais, voilà, c'est les combattants purs et durs. Okay. Par exemple, dans la faction de démarrage, on va avoir 2 membres de la roue de fer. Okay. Donc, qu'on verra juste après, mais il y a Anton Rivers et le sergent Leila. Okay. Les autres sont pas du tout des membres de la roue de fer. On va avoir des Aether ingénieurs, des Aether prospecteurs. On va avoir un peu de tout. Et du coup, qui va orienter sur différents gameplays, façon de jouer. Voilà, parce qu'en fait, encore une fois, le fluff et le gameplay, on a voulu lier ça pour qu'il y ait quelque chose de très relationnel. C'est l'œuf et la poule, comme on dit. Oui, voilà, tout à fait, c'est l'œuf et la poule. Merci Sam. Une vraie valeur ajoutée dans les commentaires. Et donc, tout ce beau monde donc, vit, comme je vous disais, sur le site du cratère de la grande explosion donc, qui a eu lieu il y a 300 ans, lors de la guerre, contre les mages. Et elle est divisée en plusieurs parties. Donc, on va avoir le fortin, donc c'est le premier bâtiment qui a été construit, en fait, par les membres des Aether Guild. C'est un bâtiment très, comme son nom l'indique, très protégé, c'est un fort, hein, c'est un bâtiment assez central dans la ville, et
comme la civilisation s'est développée très rapidement, on s'est étendu partout dans le cratère. C'est-à-dire que maintenant, on est divisé, il y a la ville haute, où là, on retrouve tous les palais, des barons de fer, la belle vie, on va pas se mentir, vraiment les gens très aisés de cette civilisation. Et au contraire, plus on descend, plus on va dans l'enfer, vraiment, littéralement, hein. Tout en bas, par exemple, se situe l'enfer. Ouais, l'enfer. C'est le cloaque. C'est là où on retrouve tous les rebuts de la société, ceux qui sont inutiles, par exemple, qui ne sont plus aptes à travailler. J'ai une bêtise, un ouvrier qui s'est blessé, qui peut travailler, bah, il est plus intéressant pour cette société, donc il le renvoie en bas. Il y a tout le milieu criminel qui se développe dans le fond, et c'est l'endroit qui est aussi le plus pollué. Parce qu'il faut imaginer qu'en 300 ans d'exploitation intensive, industrielle de la Terre, on est dans un cratère, donc toutes les fumées noires, etc., qui s'échappent, sont descendues au fond de la ville, et ça a créé une maladie qui s'appelle la peste de suie, qui est une maladie incurable, et qui affecte environ 10% de la population. Donc, pour être honnête, c'est pas un problème pour les grands dirigeants, parce que ça touche principalement ceux qui sont en bas, donc les gens de la société qu'on s'en fiche, et qui sont très faibles, donc qui ont aucun intérêt. Donc ils font pas spécialement de recherche pour essayer de régler ce problème-là. Et donc du coup, tu expliquais tout à l'heure qu'il peut avoir ponctuellement des interactions, on va dire, industrielles, commerciales, avec d'autres maisons, potentiellement, quand ça concerne des mages. Voilà, exactement. Si je dis pas de bêtises, lorsque vous avez présenté les Rouge-Sang, tu as expliqué qu'ils avaient été particulièrement persécutés à cette époque-là. J'imagine qu'il y a quand même une certaine rancœur vis-à-vis d'eux. Est-ce qu'il y a des sortes d'antagonisme entre eux et d'autres maisons, par exemple? En soi, en effet, ils ont été traumatisés, comme on l'avait dit avant, par rapport au feu, et ils n'utilisent pas les flammes pour leur technologie, ils ont trouvé des manières alternatives, mais on est dans une société où maintenant le profit prime surtout. Donc s'ils doivent vendre pour avoir récupérer des ressources, de l'argent, ça leur pose aucun problème à qui ils le vendent, tout simplement. Après, il faut bien imaginer qu'on est dans une société qui est très industrialisée à l'extrême, et dirigée par un nombre infime de personnes comparé à la population globale. Donc c'est ces personnes qui font leurs lois pour le profit. Ils ont réussi à magouiller, pour être honnête, entre eux pour garder les droits de l'exploitation de leurs usines, etc., pour soit un héritage, alors que normalement c'était pas prévu comme ça en fait au fondement de la ville. Et c'est une civilisation qui est totalement corrompue. C'est-à-dire que les pots de vin, les magouilles politiques, c'est quelque chose de très très habituel dans cette civilisation. C'est ça, c'est, on va dire, une sorte de capitalisme poussé à l'extrême avec une industrialisation extrêmement forte où, en fait, ce qu'on retrouve dans d'autres univers, en fait, on va avoir l'individu qui n'a pas forcément de place en tant que tel, mais qui ne sert que par ce qu'il peut apporter aux dieux machines. Ouais. C'est vrai. Ouais, non, le parallèle est assez juste, et il y a juste un endroit où un individu peut gravir les échelons et devenir quelqu'un de lui-même sans avoir un nom derrière, c'est dans la roue de fer, donc la partie militarisée des Aether Guild, parce que là, on garde quand même une méritocratie qui n'existe plus dans le reste de la société. Donc suite à cette petite introduction narrative sur qui sont ces individus, on va passer maintenant aux règles du jeu et on va reprendre exactement le même format qu'on avait pris précédemment, à savoir, c'est quelque chose qu'on retrouve pour l'instant sur toutes les factions. Oui, c'est exactement ça. C'est donc 3 règles, et dont une qui va être propre à la façon de marquer des points. Exactement. On va commencer par la première, qui est la règle de piège. Exactement. Donc en fait, quand vous jouez la faction de l'Aether Guild, donc vous voyez, il y a une petite ambiance un petit peu steampunk, en avance technologiquement, etc. Ils ont la possibilité, donc c'est propre à eux, de placer des tokens pièges sur le champ de bataille qui vont avoir un champ de déclenchement que vous devez connaître du coup, et qui vont avoir différentes aptitudes, capacités, offensive, de blocage, etc. Donc ça, c'est une mécanique qui est très intéressante, puisque votre adversaire va savoir, quand il va se balader, qu'il y a un piège à cet endroit-là, mais il va connaître ni l'effet, ni le champ, le rayon de déclenchement, en fait. La zone d'effet. Exactement. C'est ça. Donc, c'est une mécanique qui est assez sympa, qui fait un peu psychoter en face, surtout quand on commence. Alors, quand on ne connaît pas les pièges adverses, on se dit, bon, on verra bien. On va avancer. Et par contre, quand on commence à les connaître, on se dit, c'est vrai que si c'est celui-là, ça va être technique, mais en même temps, il l'aurait peut-être pas mis là, du coup, peut-être que de l'autre côté, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que
c'est quelque chose qu'on retrouve de manière c'est quelque chose qui est assez présent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent plusieurs pièges sur la table. Ouais, bien sûr. On a vraiment 2, 3 sans souci. Et donc du coup, on a vraiment un côté mind game en Ouais. fait, comme avec main de poussière d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment hyper plaisant. Et c'est la première règle qu'on retrouve chez eux. C'est ça, et c'est une règle qui est hyper intéressante en termes de jeu, comme tu l'as dit, et qui apporte quelque chose de supplémentaire lié à cette faction. La deuxième règle, c'est la règle de l'automate. Alors là, comme vous voyez peut-être, il y a 7 figurines sur le plateau de jeu, alors que dans les boîtes de démarrage, on parle de 6 figurines. Les Parce qu'il y a Aether il y a une offre promotionnelle dont on ne vous avait pas parlé, qui consiste à offrir une figurine en plus, n'est-ce pas? non, pas du tout. Les Aether Guild sont, comme on l'a dit, des experts en termes technologiques, et les Aether ingénieurs arrivent à créer des automates doués d'une presque conscience pour faire des choses à leur place. Ouais. C'est représenté en jeu par le fait de pouvoir inclure jusqu'à 6 cartes identiques qui s'appellent des cartes composants d'assemblage, qui vont vous permettre, à la fin de l'activation d'un personnage, en jouant une, de pouvoir placer sur une case adjacente au personnage qui a joué la carte, un automate. Alors un automate, c'est quoi? C'est un personnage qui vaut 0 points. Donc vous verrez, parce qu'il y a des règles qui s'appliquent, il y a des personnages qui valent 0 ou pas. On s'en souvient, avec notamment en rouge sang. Exactement, la manière de scorer. Et Achat ne pourra rien faire contre cet automate. Achat ce sera compliqué pour elle. Mon même plan si est à la poubelle. Et du coup, c'est un automate qui a un profil standard, il a 6 de mouvement, il a 5 de défense, il a 5 points de vie, c'est quand même, comparé à ce qu'on a vu chez les rouchants, c'est comme quelque chose de base. Ça fait 2 rouges tanky. sang. Ouais, voilà, on est quasiment là-dessus. Et il a une attaque de contact de 5. Et ensuite, vous pourrez le jouer comme un personnage normal, il aura une activation, vous ne pourrez pas jouer de carte, cependant, à son tour, parce que c'est un personnage qui vaut 0, mais vous pourrez faire un mouvement et une action. Vous pouvez également, en jouant d'autres cartes composant d'assemblage, avec d'autres personnages, l'upgrade. C'est comme si vous, en termes de fluff, au milieu de la bataille, votre ingénieur allait l'adapter pour répondre à toutes les situations. Il a trouvé un petit rouage particulier, etc. C'est exactement ça. Et en fait, vous avez jusqu'à 5 options disponibles. Vous pouvez le rendre plus tanky, avec une attaque à distance, plus fort au corps à corps, il va pouvoir avoir le vol, et il va pouvoir aussi raffiner. Et, sachant qu'une carte égale un effet. Donc si vous voulez vraiment en faire un monstre et avoir tous les effets possibles, il faut vraiment jouer toutes les cartes sur le personnage. Donc on peut cumuler les effets sur un même automate. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir aussi plusieurs automates sur le champ de bataille? Non, un automate est unique. Et du coup, on va attaquer la dernière règle de faction, qui est la règle de scoring, qui est l'industrie aéthérique. Donc en fait, c'est relativement simple. On retrouve un petit peu ce qu'on avait, par exemple, chez les rouges sang, qui est que lorsqu'on tue un personnage, on va marquer 4 points au lieu d'1. Là, du coup, on a une action qui est quand même plus fréquente que tuer un personnage, qui est raffiner une faille. Et en fait, quand vous allez raffiner une faille, vous allez marquer 1 point supplémentaire de victoire. Donc il faut savoir que de base, quand vous raffinez une faille avec un de vos personnages, vous gagnez 1 point. Alors, on reviendra un petit peu plus tard, il y a quelques spécificités avec cette faction. Là, en gros, de manière standardisée, vous allez passer de 1 point de victoire par raffinage à 2 points de victoire par raffinage. Et donc, même sur la faille centrale, parce que la faille centrale, on rappelle qu'on gagne 2 points de base, là on passera à 3 points. Exactement. Donc c'est loin d'être anecdotique, et on voit, quand on commence à faire un petit peu l'opposition par rapport à ce qu'on avait vu précédemment chez les rouges sang, que là on est sur une faction qui va être orientée sur, disons, un scoring de points via des actions sur la carte, par rapport à une faction rouge sang qui va être plus offensive. Vous allez le voir très vite quand on va présenter les cartes, mais c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve déjà dans ces différentes règles. On va donc maintenant passer aux cartes des différents personnages, en vous présentant comme d'habitude le châssis, les capacités, les cartes, et ensuite on va venir un petit peu attaquer les différentes interactions, sans oublier la petite partie fluff que tu adores. Exactement. Avec qui commence-t-on? On va commencer avec Eric Merengrad. Donc c'est un personnage qui vaut 8 points. Ok. Ouais. Dans le jeu, donc on rappelle. Niveau Vulcain. Voilà, on est au niveau de Vulcain. Gros machin. Un gros châssis. Et comme tu l'as dit la dernière fois, c'est 40% du budget alloué à notre coterie. Ouais. C'est le fils d'un riche ingénieur. Donc la famille Merengrad, c'est l'héritier de cette famille-là. Il a passé beaucoup de temps enfermé dans la ville haute, à s'instruire, à découvrir, à s'intéresser à cette technologie. Et un jour, en fait, il s'est rendu compte, en visitant les quartiers qui sont en dessous, donc les quartiers pauvres, il
s'est rendu compte des inégalités qu'il y avait. En fait, il avait du mal à comprendre pourquoi en haut, lui, vivait comme ça, et en bas, c'était si terrible, si Ouais. angoissant. Et il s'est confronté à son père à ce sujet-là, en lui demandant pourquoi on faisait rien pour faire changer les choses. Et son père, il y a eu une grosse dispute, et il s'est fait virer de chez lui, pour être simple. Et juste avant, il en a profité d'aller à une banque faire un énorme prêt pour récupérer un maximum d'argent. Il allait voir des contacts qu'il avait dans les différentes guildes des ingénieurs pour se faire fabriquer une armure complète, presque un méca, on peut le dire, pour simplement faire le super-héros. Ok. Il se balade Un maintenant. Robin des Bois. Ouais, c'est exactement ça en fait. Désormais, il se balade dans les quartiers en bas du Fortin pour protéger la veuve et l'orphelin. Et depuis qu'il fait ça, en fait, la criminalité a fortement baissé. Oui, parce qu'il est un peu costaud, le monsieur, quand même. Ouais, c'est sûr que quand on le croise, on n'a pas spécialement envie de lui chercher les embrouilles. Et depuis qu'il fait ça, son armure a évolué perpétuellement. Et il a amélioré, elle a été réparée, parce qu'évidemment, elle a subi des dommages. Et du coup, là, c'est quand il y a eu l'appel pour aller au Roc Brisé récupérer des ressources, il en a profité aussi pour aller défendre les ingénieurs qui allaient et toute la bande. Ok. Et donc, du coup, au niveau du jeu, on est sur un personnage qui vaut quand même 8 points, Ouais. comme tu l'as dit. Au niveau du châssis, alors déjà de base, contrairement à ce qu'on a vu côté rouge sang ou sur les attaques à distance, on était sur une portée de 6. Ouais. Là, on est sur une portée de 10 pour les attaques à distance. Donc déjà, ça va être un dénominateur commun sur tous les personnages qu'on va attaquer. Au niveau des capacités de combat, on va dire, donc c'est un personnage qui a 10 en attaque de contact et 5 en attaque à distance avec une portée de 10. Donc 10 en attaque de contact, c'est le plus gros du jeu. C'est le plus gros du jeu. Ouais, donc c'est un beau bestiau. Au niveau du châssis, on est sur un mouvement un petit peu moindre donc, par rapport à ce qu'on avait côté rouge sang, c'est-à-dire un mouvement de 6, une défense de 8, donc là c'est énormissime, Ouais. et on a 5 points de vie. Donc on voit, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver globalement sur les personnages un petit peu majeurs de la faction par rapport au côté rouge sang, ils sont beaucoup plus résistants. On se souvient, on avait défense 3, voire 2 PV. Ouais. Là, c'est clairement plus le cas. Défense 8, déjà, on est sur un beau bestiau. Au niveau de sa capacité, donc c'est une capacité active qui va vous permettre, sur une portée 10, de désigner un personnage ennemi, de lui mettre un point de vie et de le ramener à vous. Donc, le ramener à vous, ça veut dire le placer sur une case adjacente à notre petit Blitzcrank. C'est vrai? Ça Oui, nous y fait penser. Oui, c'est vrai que ça peut y faire penser, on est d'accord. Et qu'il ramène, et vu comme le bestiau tabasse, ça peut être compliqué derrière. Donc, c'est-à-dire que vous ramenez un adversaire qui a 10, on rappelle, si je dis pas de bêtises, il y a 15 cases. Il y a 15 cases, exactement. Donc 10, vous êtes sur les 2 tiers on va dire d'une dimension, donc c'est vraiment, vraiment conséquent, quoi. Ouais, clairement. Et après, évidemment, il faut une ligne de vue, donc on peut jouer, on peut se cacher de ça, Bien sûr. on peut l'anticiper, mais il faut réfléchir, parce que c'est très punitif, en fait. Parce que, évidemment, s'il fait le grappin, pardon, s'il vous attire à lui, et admettons que vous êtes déjà activé, lui, après, il y a d'autres personnages autour qui gravitent. Sa domination, c'est la frappe séisme. C'est une attaque 10, une attaque de contact, en zone d'effet 2 autour de lui, qui va aussi détruire tous les bloquants. Ça veut dire que les cases bloquantes vont devenir des cases de couvert. Donc, on réfléchit encore ouvrir des lignes de vue pour tout le reste de notre coterie, par exemple. Pour se charger, c'est assez simple. Il faut que pendant un tour, il ne bouge pas. Et il a besoin que d'un point de domination. Une fois qu'il fait ça, sa domination est disponible. Et on voit justement que cette activation de domination est quand même particulièrement liée à sa capacité, puisque effectivement, si on ramène le mec, je veux dire globalement, on a déjà fait notre action, c'est pas forcément une bonne idée de se déplacer pour aller se retrouver au milieu de la pampa, on ramène le mec, on ramène chez les potes, et derrière, on est tranquillou, et on active notre domination. Donc ça, c'est quand même assez costaud. Ouais, c'est vraiment c'est un personnage qui vaut 8 points. Et contrairement par contre à Vulcain qu'on a vu, pour le même coup en point, on voit que c'est deux choses différentes. Même là, on a une létalité très correcte, on a un tanking très correct. On n'a pas une sur-létalité comme pouvait l'avoir Vulcain, qui était compensée par le fait qu'il soit très fragile. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable, et qui plaira sans doute plus à d'autres. Concernant ces cartes, il en a 3, comme tous les personnages. Il a une carte qui s'appelle Aether Bouclier, qui permet aux alliés dans une zone d'effet 2 d'utiliser sa défense. Ce qui est relativement fort, parce qu'on rappelle qu'il a une défense de 8.
Sa deuxième carte, c'est une avance irrésistible. C'est une carte qu'on lui attache et qui va lui permettre, lors de son déplacement, de passer à travers les cases obstruées et de les transformer en couverts. Donc, encore une fois, ouverture des lignes de vue, la désignation, etc. Et sa dernière carte, c'est le champ éthérique. C'est en gros une attaque qui s'effectue en fin de son activation dans une zone d'effet autour de lui. C'est une attaque de contact 3. On voit clairement que c'est un personnage qui a beaucoup d'options de jeu et qui est vraiment central. Pour son coup en point, c'est normal, mais qui va ouvrir beaucoup de choses pour le reste de notre coterie, parce que votre adversaire va devoir le gérer. Et il y a quelque chose qui est très fort, c'est qu'il a la possibilité, grâce à sa capacité, d'infliger un point de vie directement. Et un point de vie directement, sur plein de coteries, c'est potentiellement des points de victoire en moins, et ça passe les règles de défense. Donc c'est vraiment très très fort. Après, il n'est pas spécialement rapide, on a vu, il a 6 de mouvement, donc c'est possible de le gérer et de le contrôler. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est on va dire un gros ton quasiment de support, en fait. C'est-à-dire que, en même temps, il est extrêmement résistant, donc vous pouvez vous permettre peut-être un peu plus d'approximation. Il va pas se faire punir, comme pourraient se faire punir d'autres personnages beaucoup plus fragiles du même coup. Mais surtout, en plus, le fait de briser, de casser les lignes de vue, de changer des obstruants en couverts et tout ce genre de choses, c'est pas utile qu'à lui, en fait. Ça va être utile à toute votre équipe pour aller utiliser des capacités, utiliser des attaques à distance, utiliser tout plein de choses, parce que vous n'avez pas forcément le vol, etc. Donc, honnêtement, c'est un vrai... c'est clairement une énorme enclume, ce truc, et qui va permettre aussi de synergiser et de rentabiliser d'autres personnages. On passe maintenant au second, pas second, puisqu'il y en a 6, au deuxième personnage qui est le capitaine Anton Rivers. Ouais, alors le capitaine Anton Rivers, c'est un personnage qui vaut 6 points. Donc, encore une fois, c'est un coût qui est relativement élevé, mais qui est très structurant, vous allez le voir. Pour la petite histoire, c'est un personnage issu donc, de la branche militarisée, de la roue de fer, qu'on appelle même la grande broyeuse, à l'intérieur de la société des Aether Guild, tout simplement parce que, évidemment, elle broie énormément de la jeunesse, en fait, qui s'enrôle dedans. Anton Rivers, c'est un militaire qui a évolué très simplement, qui était très doué. Dès ses premiers tests, il a eu beaucoup de résultats supérieurs à la moyenne. On a tout de suite envisagé de le faire passer officier, mais il a suivi ses classes normalement, il a gravi les échelons au fur et à mesure. Il a même été pris en aide de camp par le général Chellard Kane, qui est le grand patron des armées des Aether Guild. Et ensuite, il a été mis à la tête de la 3e division. Et c'est tout naturellement qu'il est sur les rocs brisés, qu'il est parti en expédition, parce que c'est la 3e division qui a été chargée d'escorter l'expédition. Donc au niveau du profil du personnage, on est sur un personnage assez équilibré, on va dire. Donc toujours la portée 10 sur les attaques à distance. On a 5 d'attaque de contact, 5 d'attaque à distance, 6 de mouvement, 5 de défense, ce qui est quand même assez résistant par rapport à ce qu'on peut trouver en général, et 4 points de vie. Donc, encore une fois, on voit que sur un personnage qui est peut-être pas aussi résistant que peut l'être un Eric ou ce genre de choses, mais il peut se gérer un petit peu, et surtout, donc sa capacité passive est une capacité, on va dire, de buff. Clairement. Comme on va le retrouver chez différents personnages, avec notamment Eric qui lui peut filer sa défense, machin. Lui, c'est la précision militaire qui va permettre pour les alliés dans un rayon de 2 cases, tout simplement, de rajouter une réussite automatique à leur jet d'attaque. Donc, c'est quand même un vrai bon fiabilisateur qui a quand même tendance à vous faire jouer peut-être un petit peu plus paquet. Et en même temps, on se rend compte que c'est redondant, en tout cas sur les 2 premiers personnages. On va avoir un vrai cocon plutôt défensif. Si en plus on arrive à grapper des mecs, on est content. Mais en fait, c'est ça. Là, en voyant ce qu'on vient de voir, c'est assez simple, c'est qu'on a envie de jouer regroupé. Après, on se rappelle que chez les Rougeants, par exemple, il y a beaucoup de dégâts en zone d'effet. Donc, c'est toujours pareil, il va falloir s'adapter pour savoir si on a besoin d'être groupé à ce moment-là ou si c'est trop risqué, etc. Moi, je me souviens d'une partie où, par exemple, la personne qui est à ma gauche a souffert du fait d'être paqué. Vulcain est arrivé full buff, très 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 énervé.
Et toi, n'ayant pas vu venir la chose, Ça s'est mal passé. ça s'est très mal passé pour toi. Et comme je disais, c'est assez intéressant en fait de voir que, alors évidemment, quand on est en phase d'apprentissage, de progression sur les toutes premières parties, on a une courbe de croissance, de progression qui est très 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 pentue. Ouais. Mais voilà, très rapidement, on se rend compte de ce que sont capables de faire les factions adverses. Et du coup, on a compris que quand on jouait contre du rouge sang avec un build de Vulcain, on va pas faire un 9 quoi. Non, c'est ça, en fait, faut être sûr de pouvoir gérer Ouais. et d'être hors portée de cette menace. Sa domination, elle est très importante aussi, c'est la frappe coordonnée. Donc on reste dans cet esprit de bulle, de jouer ensemble, parce que en gros, quand il va faire sa domination, vous allez désigner un adversaire, et tous les personnages dans une zone d'effet de 2 alliés vont pouvoir effectuer une attaque sur ce personnage. Donc en gros, admettons on joue paquet, on a 2 figurines en plus du capitaine, c'est-à-dire qu'il y a 3 personnages qui vont attaquer, donc gratuitement, en une action, et en plus, elles vont bénéficier de sa capacité passive. Donc c'est 3 résultats en plus, finalement. Donc c'est extrêmement fort. Pour le charger, il faut 3 points de domination, et vous allez marquer un point de domination à chaque fois que vous allez marquer au moins un point de victoire. Donc c'est quelque chose qui charge relativement rapidement dans cette faction. Dans cette faction, surtout grâce au raffinage. Oui, exactement. Concernant les cartes, encore une fois, on restait dans cette idée de zone d'effet. C'est-à-dire qu'il a une carte qui va pouvoir attacher à lui-même et qui va donner un plus, une réussite en défense dans une zone d'effet 2 autour de lui. C'est-à-dire que quand un allié ou lui-même va subir une attaque, il va ajouter une réussite automatique en termes de défense. Il a une autre carte également qui lui permet de couper l'alternance des activations. C'est-à-dire que directement après son activation, un autre allié pourra s'activer à sa place. Et la dernière carte, en avant, va permettre aux alliés d'effectuer un mouvement dans une zone d'effet 2 autour de lui. Donc on voit tout de suite, c'est vraiment c'est un leader, voilà, c'est ça. Il n'est pas extrêmement efficace offensivement, ni défensivement, mais il apporte beaucoup de buffs, comme tu l'as dit, c'est un totem. Dans une zone d'effet 2 autour de lui, il va apporter beaucoup de choses. C'est assez structurant dans la composition de votre coterie. Personnage suivant, Layla. Ouais, Layla Ford. Le sergent Layla Ford, pour être exact. C'est un personnage qui vaut 5 points, qui est membre de la 3e division, donc sous les ordres du capitaine Anton Rivers qu'on vient de voir juste avant. C'est un personnage très emblématique, elle est très douée dans tout ce qu'elle fait, pour être honnête. C'est souvent la pièce maîtresse dans les plans et les tactiques militaires d'Anton. Elle est bonne tireuse, elle est bonne éclaireuse, elle piège très bien les terrains, elle fait beaucoup de reconnaissance, et c'est assez naturellement en fait qu'elle est partie dans l'expédition, parce que Anton ne peut pas s'en passer de ses divers talents. En jeu, ça va se traduire par plusieurs choses. Déjà, on est sur un profil de chasseur, très clairement. C'est un personnage qui va se distinguer par sa capacité à infliger des dégâts via des armes à distance, particulièrement. Donc de base, on est sur, toujours cette portée 10, 2 d'attaque de contact, donc c'est faiblard. 5 d'attaque à distance. Au niveau du châssis, c'est toujours pareil. 6 de mouvement, 5 de défense et 4 points de vie. Donc c'est correctement résistant. Ouais, non, c'est très bien. C'est un châssis standard, en fait, pour les forces militaires du Fortin, tout simplement. Exactement. Et point très intéressant, on se dit oui, tu m'as vendu ça comme un tireur d'élite, elle a 5 d'attaque à distance, c'est pas la folie. Mais elle a de base sa capacité qui s'appelle Fusil Choc, qui est un passif, qui lui permet déjà d'une part d'avoir une zone d'effet 1 sur ses attaques à distance. Donc c'est assez intéressant si on joue contre un adversaire qui est paquet, qui se cache derrière des décors par exemple, et si on a envie de contourner ou ce genre de choses. Et particulièrement, les attaques à distance de Layla dégradent la défense de la cible de 3. Et 3, c'est beaucoup. Ça vous fait tout simplement passer d'un Eric à un capitaine Anton, quoi. Donc, au niveau défensif, c'est pas négligeable. Ou par exemple, quand on compare aux antagonistes de la boîte de base, les Rouchants... 0 défense. On arrive à 0 défense. Donc 0 défense, plus si elle est à côté d'Anton, une réussite automatique. Ça commence à être extrêmement létal. C'est vrai que c'est un personnage qui est là pour ça. Donc elle fait ce qu'elle doit faire, pour être honnête. C'est un personnage qui est assez autonome. C'est un personnage que vous pouvez vous permettre de laisser balader pour peu qu'en plus elle se promène avec son automate ou ce genre de choses. C'est particulièrement intéressant parce qu'elle reste quand même assez fragile, assez exposée, parce qu'elle n'a pas forcément trop besoin des synergies des petits potes, etc.
Et c'est un très bon chasseur, donc ça vous permet hop, de vous déplacer sur la carte, etc. C'est un personnage, moi, que j'ai beaucoup apprécié lorsque je l'ai joué, parce que ça me permettait d'aller chercher des héros. On l'a vu hier avec Kevin, par exemple, ça vous permet d'aller chercher ce genre de personnage, alors que si vous devez aller les chercher à pied, vous allez prendre du temps, Ouais, quoi. c'est ça. Et puis, généralement, il y a des choses qui vous bloquent. Ouais. Et comme tu as dit, c'est relativement énorme. On est sur un plateau de jeu qui fait 15 cases par 15 cases. Donc, vous voyez, on est sur 2 tiers du plateau en termes de portée. Donc, ça vous offre une grande latitude quand même. Ouais. Votre principal ennemi par rapport à ça, ça va principalement être les bloquants. Ouais. Puisque, évidemment, c'est une des mécaniques du jeu, c'est aussi beaucoup de se baser sur la carte, la disposition, les couverts, etc. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir des personnages comme Eric qui peuvent tout casser au niveau des lignes de vue, etc. Non, c'est exactement ça. Et puis sa domination, qui est un outil aussi très très utile, va pouvoir, en la jouant, c'est la grenade choc, immobiliser des adversaires dans une zone d'effet 2. Et pour se charger, il lui faut 2 points de domination pour l'utiliser, et elle se charge dès qu'elle fait perdre au moins un point de vie à un adversaire. Ouais. Ce qui est quand même relativement facile avec ce genre de personnage Voilà. à distance. Exactement. En termes de cartes, elle a l'écran de fumée, qui va créer une zone de couvert contre les attaques à distance dans une zone d'effet 2 autour d'elle. Donc vraiment, vous voyez, on va avancer un peu au milieu de table, mais on veut quand même se protéger. Ouais. Pour rappel, la zone de couvert contre les attaques à distance vous procure une relance des jets de défense que vous n'avez pas réussi. Donc vous donne quand même beaucoup plus de tankiness. Ouais. Vous avez également le générateur aéthérique qui transforme la zone d'effet 1 du tir passif, en fait, de sa capacité, en zone d'effet 2. Donc, vous allez avoir un personnage qui est quand même relativement létal. On peut lui ajouter des bonus, hein, évidemment, des buffs qui se trouvent dans les cartes de faction, et qui va taper en zone d'effet 2. C'est à distance, à portée 10. Ouais. Donc, c'est très grand et c'est dangereux, encore une fois. Ça se contre, mais ça offre beaucoup de létalité au personnage. En fait, ce qui est intéressant d'avoir en tête, en fait, aussi, c'est que là, on attaque les personnages de manière un petit peu séparée, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur ce genre, en fait, vous allez quadriller la table avec ce genre de liste. Typiquement, vous allez pouvoir placer des pièges derrière des bloquants, ce genre de choses, et votre adversaire va être obligé, s'il n'est pas joueur et qu'il est sur une armée fragile, s'il joue pas la voie véritable, il va pas s'amuser à aller déclencher les pièges. On est d'accord. Et donc, du coup, il va être obligé de s'exploser et de s'exposer, ce qui fait qu'en fait, il va avoir peut-être des endroits où il va être un petit peu plus présent, donc vos zones d'effet vont être d'autant plus intéressantes. Vous allez pouvoir un petit peu diriger sa trajectoire et lui donner des zones de non-droit parce qu'il peut avoir peur des pièges. Et donc du coup, c'est là où ces persos un peu chasseurs ou via des grappes points sont hyper intéressants en fait. Ouais, et en plus là, on arrive sur la dernière carte, qui est la tactique de harcèlement, qui est pour moi la carte préférée du personnage. Et de moi. C'est une carte qui vous permet d'effectuer un second mouvement lors de son activation. Ouais. Donc en fait, on peut très bien imaginer deux choses. Soit vraiment aller encore plus loin, donc ça veut dire bouger de 12 cases et tirer, ou bouger de 6, donc se mettre en danger, faire son action d'attaque et repartir se mettre à couvert. Ouais. Donc c'est vraiment un outil qui est formidable et très polyvalent et que j'apprécie énormément. C'est vrai que comme on a besoin d'aller chercher nos lignes de vue, c'est très très clairement indispensable. On va passer maintenant à un personnage qui a un profil très atypique. Ouais. Qui s'appelle Miley. Non, il s'appelle Cyrus. Oh, pardon. C'est Cyrus Knott. Alors, c'est un militaire prospecteur qui s'est engagé dans la roue de fer pour partir en expédition, justement, qui a une histoire un peu tragique. Pour faire simple, en fait, il a eu une jeunesse dans la ville haute très, très agréable. Il a profité de la vie jusqu'à sa vingtaine. Et lors d'une soirée au carrefour des Espérances, il a contracté la maladie dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la peste de suie. Et c'est une maladie qui est incurable. Hein. Personne n'a rien trouvé encore pour la gérer. Lui, il a pris de panique, il a allé voir le docteur Elisabeth, qui est la sommité en termes de médecine des Aether Guild, et elle lui a dit qu'elle était totalement impuissante face à ça. Et donc, il a pris une décision. Il a décidé d'aller au cloaque, donc les couches les plus profondes de la ville, pour aller rencontrer un certain Valentin Price. C'est un personnage très énigmatique. Un Valentin Pride. C'était trop. Non, Valentine Price. J'ai eu un écho de deux personnages que je connais. Qui est un personnage très énigmatique. En fait, on entend beaucoup de rumeurs sur lui. C'est un personnage, a priori, qui pourrait vous offrir ce que vous voulez en échange de certains contrats, etc. On ne sait pas ce qu'il a signé.
On ne sait pas même s'il l'a rencontré. On sait juste que quand il est remonté, il allait voir la guilde des ingénieurs, lui demandant de fabriquer ce qu'il a actuellement comme équipement, c'est-à-dire un espèce de raffineur portable. On le voit sur la figurine. Ouais. Et du jour au lendemain, il s'est engagé donc dans la roue de fer pour partir en expédition. Pour quelles raisons elles lui sont propres. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans les Rocs Brisés, avec l'ensemble des Aethergil. Donc c'est un personnage qui est assez... ouais, j'aime beaucoup son design un petit peu aristocratique, C'est etc. exactement ça. Il est très sympa. Et il est extrêmement atypique d'un point de vue jeu. C'est une énorme brute de corps à corps. Voilà, c'est vraiment... sa létalité, c'est son point fort. Son point fort. Alors, on est sur le châssis le moins offensif du jeu, Ouais, peut-être. oui, c'est ça. Ça, c'est difficile. Monsieur n'a pas d'attaque à distance et il a un d'attaque de contact. Ouais. On comprend déjà que c'est pas vraiment... Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour ça. Il a 6 de mouvement, 3 de défense, 2 points de vie. Donc, on est sur une défense type rouge sang. Hein. C'est vraiment un mec vraiment fragile. Bah, il fait pas partie de la branche armée, donc il n'a Ouais. pas d'armure, enfin d'uniforme militarisé. Il a son équipement standard. Et 2 points de vie, en fait, c'est pour représenter le fait qu'il est faible via cette maladie qu'il subit. Parce que pour rappel, on n'en a pas parlé, il coûte 4 points ce personnage. Exactement, donc il compte 4 points. C'est Donc quand même beaucoup. là, quand je vous présente le châssis, vous me dites Ouais. 4 points pour ça, c'est un peu cher payé. Il a une capacité passive qui s'appelle aspirateur aéthérique, qui fait tout simplement que lorsqu'il raffine, il gagne le double de points de victoire. Donc en fait là, vous allez comprendre que c'est exacerbé via ces différentes cartes. C'est un personnage qui est là pour marquer des points via le raffinage de failles. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que si on a une faille classique, on va scorer 2 points au lieu d'1. Ça, c'est sans compter les bonus additionnels qui sont additionnels ou multiplicatifs. Et quand on est sur la faille centrale, on va marquer 4 points. Et du coup, en fait, rien qu'avec la règle de base qu'on a vue tout à l'heure des Aethergil, donc normalement, on marque un point sur un pion faille, on va en marquer 2 de base, et lui, il est double. Donc, en raffinant une faille, un pion faille, il va marquer 4 points de victoire, ce qui est vraiment énorme. Vous allez comprendre via ces différentes cartes, c'est un personnage qui est là pour marquer des points, c'est un personnage qui est très fragile. On commence à voir qu'avec certaines synergies du genre, il se balade à côté d'Eric, il est mieux avec une défense 8, on va pas se mentir. Et on va passer tout de suite à sa domination. Donc sa domination, c'est l'amplificateur de faille. En fait, il va pouvoir l'utiliser quand il a 2 points de domination. Il se charge dès qu'il raffine une faille. Donc, globalement, on va toujours essayer de le faire raffiner à chaque action. Donc, tour 1, tour 2, tour 3, sa domination sera disponible. C'est une domination qui rajoute encore 1 à tous les alliés quand il raffine. Alors, pour faire simple, c'est un allié va raffiner, il va marquer 1 point de victoire supplémentaire grâce à la règle des Aethergil, et encore 1 point de victoire supplémentaire grâce à l'effet, puisque c'est une capacité qui est persistante, sa domination. Ça reste en jeu jusqu'à ce qu'il disparaisse. On voit que c'est un personnage, en fait c'est un personnage, ça me fait penser un petit peu, ça me fait penser un peu à un personnage comme Kevan en fait, parce que on sait très bien que c'est le genre de personnage sur le long terme, faut l'arrêter rapidement, mais lui en plus de ça, il est quand même déjà actif sur le court terme et le début de partie en fait. Donc l'enjeu vis-à-vis de ce personnage, ça va être d'être capable, je pense à tout prix, de le garder en vie, parce que si on le garde en vie, ça va demander qu'il soit babysité, etc. Mais il va marquer beaucoup de points. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment... c'est une épine dans le pied de l'adversaire. Alors, contrairement à Kevan, qui c'est un peu similaire, mais il n'y a pas de compte à rebours, comme tu l'as dit. C'est dès le début, dès le tour 1, il va pouvoir scorer. Et si on l'arrête pas assez, ça crée vite un écart, en fait, entre les deux adversaires. Mais c'est quelque chose de très compliqué à gérer. En ce qui concerne ces cartes, il a la carte Gisement de valeur, que vous allez jouer en fin de tour, qui va vous permettre de marquer 1 point de victoire supplémentaire pour chaque allié qui a raffiné pendant ce tour. Encore une fois, on a compris, il est là pour marquer des points, il n'y a pas de problème. Il a une autre carte qui s'appelle Gisement appauvri, qui va empêcher l'adversaire de raffiner. Donc pendant que lui va faire l'effet de boule de neige, va snowball sur le fait de marquer des points, il va aussi pouvoir empêcher l'adversaire d'essayer de rattraper son retard ou d'essayer de suivre la cadence. Vous le voyez quand votre adversaire va s'orienter vers la faille centrale et c'est un tour où il va essayer de marquer le plus de points possible. Typiquement, en début de partie, on n'a pas forcément l'occasion, selon la compo qu'on a, la coterie, d'aller chercher les unités adverses, les figurines et les personnages adverses. Et donc, du coup, quand vous lui dites dès le début, moi je commence à scorer instant et toi tu scores rien, ça commence pas super bien. Ouais, c'est ça, ça crée un différentiel dès le début, il va falloir se battre en fait, pour aller le récupérer, ce qui n'est pas forcément simple. Et sa dernière carte, c'est, encore une fois, c'est Gisement instable, c'est-à-dire que tous les personnages adverses qui ont raffiné ce tour-ci
vont subir une attaque de contact 5. Ouais. Donc généralement, c'est vrai qu'on fait raffiner des personnages qui sont fragiles, parce que nos personnages plutôt létaux, costauds, on a envie de les envoyer, ils Oui, vont faire c'est des ça. actions d'attaque. Donc c'est une attaque 5, c'est toujours dangereux. On rappelle, hein, en termes de statistiques, une attaque 5, c'est 1,66 de points de vie. Oui, Donc, parce qu'on a en fait un tiers de chaque face. exactement. Donc, ouais. Phase d'attaque, phase de défense et phase neutre. On passe donc maintenant à un autre personnage un petit peu atypique, Ouais. qui est Sarah. Sarah, ou Scarlett, son surnom qu'elle a obtenu grâce à sa chevelure flamboyante, qui est une Aether-ingénieure. Donc c'est la première vraie Aether-ingénieure qu'on voit dans la composition, et vous allez vite comprendre pourquoi, parce qu'on joue ici fortement autour de l'automate, donc la règle de faction qu'on a vue en début de vidéo. C'est un personnage qui vaut 3 points, donc qui est relativement peu cher. Ouais. Vous allez voir aussi qu'on est sur quelque chose de similaire à Cyrus en termes de profil. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est une fille d'ouvrier, donc des bas quartiers, pas spécialement riche, qui a été totalement autodidacte. En fait, elle a passé son enfance à regarder, à apprendre par mimétisme, en fait, en regardant d'autres ingénieurs travailler. Et quand elle s'est présentée au concours pour rentrer dans la guilde des Aether-ingénieurs, elle a été reçue avec brio. Elle a éclaté tout le monde, pour être honnête. Et plein d'inventivité. Ils ont découvert plein de choses avec elle. Et elle a tout de suite gravi les échelons. Elle est devenue quelqu'un de très important dans la société des ingénieurs. Et elle s'est portée volontaire pour partir en expédition parce qu'elle avait envie de voir en fait ses œuvres, ses créations en action. Et ça a sauvé plus d'une vie, car elle est capable, en fait, tout simplement, dans un temps record, de faire des réparations, d'adapter, etc. On le voit justement très bien sur son profil de carte. En fait, ça va vraiment être un personnage qui va tourner autour des automates et des composants d'amélioration. Donc en fait, on est sur le même châssis, 6 de mouvement, 3 de défense, 2 points de vie et 1 d'attaque de contact. Donc très faible. C'est ça. Elle a une capacité qui est une capacité de tuteur, en fait, tout simplement, qui va vous permettre d'aller chercher un composant d'amélioration, de le mettre dans votre main, de mélanger votre deck, etc. Vous devez quand même le montrer à l'adversaire, mais on voit que ça tourne tout de suite autour des automates. Ouais, en fait, c'est ça. Ça vous permet, dès le début, en fait, même si vous n'avez pas votre carte en main, avec elle, d'assurer d'avoir votre automate au premier tour. Ce qui est important, parce qu'on rappelle, l'automate, c'est aussi un nouveau personnage, donc des activations supplémentaires. Elle a une domination qui est tout à fait en adéquation avec ça. C'est la première fois qu'on va le voir, c'est une domination en déclenchement. Ça veut dire que l'effet de la domination va s'appliquer dès le moment où une action va être faite. Et là, le moment, c'est simple, c'est dès qu'un automate est en jeu, la domination se déclenche. Sa domination, c'est lorsque vous devez activer Sarah, donc faire son mouvement ou faire son action, vous pouvez à la place activer le robot. C'est-à-dire qu'en soi, pour prendre la chose à l'extrême, votre robot va pouvoir s'activer, faire un mouvement et une action. Et activer. Et derrière, vous activez Sarah, mais vous lui refaire la même chose avec l'automate. Robot, automate, hein, c'est la même chose, on s'entend. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fiable, surtout quand on joue dans un build, comme on a vu, où on pouvait donner beaucoup d'améliorations au robot et en faire une machine. Donc c'est hyper intéressant en fait, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi votre adversaire va souvent tourner autour du fait, on l'a vu tout à l'heure avec le sergent Layla Ford, en fait va compter que vous avez un mouvement, une action. Quand on se retrouve à avoir double mouvement, une action, voire 2 mouvements, 2 actions dans le cas d'un automate, puisqu'il va manger l'activation de Sarah en fait, et ben ça devient extrêmement compliqué à anticiper. Ouais, c'est ça. Et en plus, on a vu que c'était totalement polyvalent, c'est-à-dire que l'automate, il peut être très létal en soi, être très offensif. Ou au contraire, si on lui donne la capacité de raffiner, il peut scorer. Donc, c'est très, très, très polyvalent. Et c'est vrai qu'on a tendance à bien aimer jouer avec Sarah, parce qu'elle fiabilise l'automate, qui est un outil de la faction qui est relativement important. En ce qui concerne les cartes, elle a des cartes qui tournent encore une fois sur l'automate. Autour de la brûlure. Autour de la brûlure, oui, parce que voilà, on est vraiment ici axé sur la brûlure. Elle a une carte qui s'appelle Recyclage. C'est une carte qui vous permet de, si vous voulez, défausser une carte composant d'assemblage pour piocher 3 cartes. Donc c'est un échange de bons procédés, suivant ce que vous en avez besoin, à quel moment, etc. Qui est plutôt intéressant. Elle a une carte qui va vous permettre de soigner un automate. Donc c'est simple, vous allez jouer la carte dans une zone d'effet de 2, l'automate va récupérer 5 points de vie. Donc 5 points de vie, c'est le remettre complètement. Oui, puis les automates ont quand même une défense qui est plus que correcte. Donc tomber des points de vie d'automate, c'est pas tomber des points de vie de d'elle-même, disons, de Sarah, quoi, par ça. exemple. Quoi. Donc c'est vraiment costaud. Ouais, clairement.
Et sa dernière carte, qui s'appelle Récupération, c'est une carte qui va vous permettre d'aller chercher 3 cartes d'assemblage. Donc, combiné à sa capacité, en fait, on voit qu'on va jouer avec ces cartes composants d'assemblage. Pour rappel, on peut en mettre jusqu'à 6 dans le deck. C'est les seules cartes similaires en doublon que vous pouvez mettre dans le deck. Ça n'existe pas, sinon. C'est toujours des cartes uniques. Là, vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Et vous avez de la fiabilisation pour les obtenir. Et c'est ça, c'est cette force, ça rapporte cette force-là, en fait, dans cette optique-là. Une fiabilisation, parce que ce qu'il faut voir, c'est que vous allez aller chercher c'est toutes les mécaniques de tuteur qui sont comme ça. C'est que déjà, d'une part, vous allez pouvoir aller chercher ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, mais surtout d'autre part, ça veut dire que en fin de partie, vous n'allez pas vous retrouver à piocher des trucs d'automates nazes dont vous avez plus envie, puisqu'en fait, vous avez déjà attrapé. Et donc, du coup, vous êtes en train de d'élaguer votre deck avec ce que vous voulez maintenant et, on va dire, assurer d'une certaine manière, en tout cas niveau statistique, vous fiabilisez quand même un petit peu la chose en vous disant que il va proportionnellement vous rester plus de trucs intéressants pour la suite de la partie. C'est exactement ça. Nous passons donc au dernier personnage, puisqu'on va pas compter l'automate, de la faction Aether Guild. Qui s'appelle Clayton Tucker, qui est un chasseur de primes. C'est un personnage qui vaut 2 points. Mais ici, quand on compare à nos amis Rochant, on va comparer directement avec Asha, qui était un autre personnage à 2 points. C'est un personnage qui a une histoire très, très sympa. À l'heure actuelle, c'est un chasseur de primes. Donc on est vraiment sur un personnage qui a la cinquantaine, qui a de la bouteille, qui a vraiment vu beaucoup de choses. Pour l'histoire, il était enrôlé dans la route fer, c'était un soldat, hein, il était divisionnaire, mais il a été réformé pour insubordination, et il s'est lancé dans la guilde des chasseurs de primes. C'est quelqu'un qui est vraiment... solitaire. Ouais, c'est ça. Il a peur de rien, il a beaucoup d'expérience du fait de son âge, et il a vu beaucoup de choses. Il s'est spécialisé dans la chasse à l'Assemblée, qui est a priori un syndicat du crime, qui fait des ravages, entre autres, dans la ville du Fortin. C'est quelqu'un qui est quand même relativement gai et joyeux. Il prend un malin plaisir à exposer tous ses exploits, ses aventures. Il en fait un peu des tonnes. C'est un personnage un peu fier. On peut le voir un petit peu comme une sorte de mini Sarah, peut-être un petit peu moins sociable et un petit peu moins doué. Ouais, non, mais clairement, il a un équipement très atypique en plus. On voit son énorme manteau est fait de composants très résistant en fait, tu lui apportes une défense équivalente à ses uniformes qu'il avait en tant que soldat, et il a une arme qui lui est unique. Mitraillette. Voilà, c'est une mitraillette rotative qui a été conçue pour lui et qu'il chérit à tout prix en fait. Je dois avouer que d'un point de vue figurine, en tout cas, c'est de mon point de vue celle que je préfère parce qu'elle est, même au sein de la faction, elle est atypique et on est sur un personnage effectivement qui est plus âgé que les autres, qui a un certain style, qui a pas ce côté méca et qui a pas en même temps le côté un petit peu noble que peuvent avoir les autres, donc il est vraiment atypique dans la faction. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est aussi un de mes personnages préférés, voire le personnage préféré, ce que je trouve ultra charismatique, tout simplement. Donc d'un point de vue jeu, donc comme on vous a dit, c'est un personnage qui a un châssis standard avec 6 de mouvement, 5 de défense, 3 points de vie. Au niveau des attaques de contact, on est sur du 2 d'attaque de contact et 5 d'attaque à distance. Donc toujours le 10 de portée classique côté Aether Guild. C'est encore à peu près raisonnable. Il a son passif qui s'appelle mitraillage. Donc là, on comprend ce qu'il fait. Ce que ça veut dire, c'est que si cet individu ne bouge pas, il va gagner 1 de zone d'effet sur ses attaques à distance. Voilà, c'est représenté par le fait qu'il se met en position et qu'il mitraille. Vous voyez le genre. C'est vraiment ça. Et sa domination est assez atypique. C'est la première fois qu'on va voir ça. Elle se charge tour par tour. C'est-à-dire qu'à la fin d'un tour, on va gagner 1 point. Et dès qu'on aura 2 points disponibles, donc logiquement, s'il est encore là au tour 3, vous allez pouvoir l'utiliser. Et vous allez jouer directement, depuis votre deck, 2 pièges. C'est-à-dire que vous allez choisir les cartes pièges dans votre deck, vous allez jouer, poser les tokens, les mettre face cachée, et sans les piocher et après vous imposer de les jouer plus tard, parce que souvent les pièges on les joue en début d'activation ou en début de tour. Donc là, vous les jouez directement, et c'est extrêmement fort, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques sur les pièges dans les cartes neutres, et vous avez beaucoup de latitude de jeu encore, parce qu'on parle ici d'une dizaine de pièges potentiels. C'est relativement fort, et c'est la première fois en fait qu'un personnage joue vraiment sur les pièges, là, dans cette composition. C'est un personnage qui est vraiment pas cher, c'est un personnage qui, défensivement, est quand même tout à fait correct pour seulement 2 points. Il a une capacité offensive qui est raisonnable, on va dire, sans être exceptionnelle, mais c'est toujours un personnage, voilà, de toute façon, c'est des personnages qui valent 2 points, donc si vous avez un petit peu de marge dans votre liste, c'est une bonne entrée. Ce qui est intéressant, c'est que ces personnages qui valent 2 points, on l'a vu côté rouge sang avec Asha, c'est des personnages qui sont
relativement autonome et qui apporte une certaine synergie. Mais voilà, on n'est pas sur un duo comme on a pu trouver côté rouge sang, où voilà, il faut la paire, etc. Et là, voilà, c'est 2 points, Mais c'est bonus, et c'est un personnage qui est vraiment intéressant et qui joue sur une mécanique qu'on n'a pas vue chez les autres personnages, qui est vraiment l'aspect piège. c'est ça. Et en fait, là, en se basant juste sur les personnages qu'on vient de voir, en fait, on peut très bien imaginer avoir Layla, Tucker et le capitaine Anton Rivers, Ouais. jouer les 3 ensemble. On se rend compte tout de suite de la létalité que peuvent avoir en fait cette bulle de tireurs. Hein, c'est des vrais Les personnages. snipers. Ouais. Snipers, disons que ce sont Le sniper, il arrivera plus tard. des tireurs, des personnages de tir, on va dire ça. Ouais, non, mais clairement, en fait, ça met vraiment une bulle très létale avec tout ce qu'on a vu en termes de bonus en zone qu'ils peuvent avoir. Et c'est ultra intéressant, tout en pouvant les jouer de manière très séparée, en fait. En ce qui concerne ces cartes, sa première carte que j'aime beaucoup est la tactique adaptative, qui va vous permettre d'aller récupérer 2 pièges dans votre défausse. Donc, encore une fois, par exemple, vous avez fait votre domination, vous avez choisi les 2 pièges que vous voulez, il y a eu l'effet, mais vous en avez encore besoin. Vous avez l'outil d'aller pouvoir les récupérer. Ouais. Et ça, c'est quand même relativement plaisant. Ensuite, vous avez 2 cartes qui sont vraiment très fortes et assez structurantes pour lui. C'est le tir de contre-charge. C'est-à-dire que, tout simplement, quand un adversaire va finir un mouvement sur une case adjacente à lui, il va pouvoir effectuer une action d'attaque. Vous pouvez déchaîner les enfers. Ouais, c'est un peu ça. Mais vous n'avez pas de malus. et la deuxième carte, c'est le repli défensif. C'est-à-dire que au moment où l'adversaire finit son mouvement à côté de lui, il va pouvoir effectuer un mouvement de repli, en fait. Donc, vous allez pouvoir faire un redéploiement, en fait. Ouais, ben oui, mais c'est exactement ça. Voilà. Mais sans faire de D6. Mais sans faire de D6, c'est 6 cases fixes. Mais c'est exactement ça. Et c'est hyper structurant, c'est-à-dire que, je dis une bêtise, pour reprendre l'exemple, on va dire basique. Est-ce que Games vous aurait pas piqué l'idée parce que... Ah non. Mais nous, on l'aura pas piqué non plus, parce que là, depuis un moment. Mais c'est vraiment très intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir annuler des phases complètes, c'est-à-dire que vous avez un Vulcain qui est aux hormones, qui arrive, et qui a pas conscience, ou qui prend le risque de dire il a pas la carte, qui va supprimer le personnage, il arrive au contact, vous dites non, je m'en vais. Et là, vous avez annihilé, on va dire, 8 points voilà. Pour une activation. C'est exactement ça. Donc c'est clairement pas anecdotique du tout. Quoi. Non, clairement. Après avoir fait notre petit tour des différents personnages, nous allons repartir sur une présentation pas exhaustive, mais des différents archétypes de cartes qu'on peut trouver, des mécaniques récurrentes qu'on peut avoir dans cette faction, et non pas maison, donc j'ai bien retenu. C'est ça. Et ensuite partir sur notre petite sélection perso de nos cartes préférées, en sachant que j'ai choisi en premier, bien sûr, comme une princesse. Comme d'habitude. Hein. Et du coup, tu n'as pas pu choisir les 3 mêmes cartes que moi. Malheureusement. Du coup, les petites cartes. Alors déjà, premièrement, c'est la carte spécifique composant d'assemblage qui vous permet de jouer sur l'automate et de l'améliorer. Voilà, celle-là, elle est très structurante et vous avez le choix de jouer autour ou pas. Ensuite, vous avez des cartes d'optimisation, entre guillemets, de personnages que vous allez pouvoir leur attacher. Typiquement, vous avez l'harnais à Éther Piston à Mécatorse, qui est une carte que vous allez pouvoir jouer et attacher à un de vos personnages pour lui donner un bonus de +2 en défense tant qu'elle est attachée. On peut adapter, sachant qu'il y a des bonus d'attaque, de contact, à distance, etc. Vous avez également aussi l'œil d'Aether visé, qui est sur le même principe que la carte qu'on vient de voir. C'est une carte qu'on va attacher à un personnage et qui va lui donner +1 réussite automatique sur ses attaques à distance. Donc là, on se rend compte déjà, on réfléchit avec Anton qui donne aussi une réussite automatique en plus. Là, on peut avoir un personnage qui a 2 réussites automatiques. C'est-à-dire que vous ne lancez pas 2 dés, c'est que vous avez 2 touches en plus, sans avoir à lancer de dés. Et vous avez en plus quand même des personnages qui ont des capacités qui synergisent très bien avec le tir. Le meilleur exemple, évidemment, c'est Layla, je pense. Mais voilà, déjà sur les premières cartes qu'on voit, on est quand même beaucoup sur ce côté, je vais pas dire méca, mais amélioration et non pas effet type blast comme on pouvait avoir de l'autre côté, ou effet offensif, machin. On est vraiment sur améliorer nos personnages, les renforcer, leur donner des capacités supplémentaires, etc. En fait, c'est pour représenter l'apport technologique, parce que eux ne sont pas des mages, n'ont pas de magie en eux, donc ils ont la technologie, et ça leur apporte beaucoup de choses très polyvalentes, suivant sur ce qu'ils ont besoin. Ensuite, vous avez toute une série de stimulants, donc un stimulant qu'on peut s'injecter pour plein d'effets différents. Là, j'ai choisi pour vous montrer le stimulant violet, vous allez comprendre rapidement, interagir avec les rouges. C'est un stimulant qui va vous permettre d'enlever tous les effets, les pions d'effets négatifs sur votre personnage. Donc je dis une bêtise, vous avez un Eric qui commence à avoir un petit peu trop de pions brûlure et ça devient dangereux. En utilisant ce stimulant, vous allez retirer en fait tous les pions brûlure.
Vous avez également en carte piège le piège à Aethergaz X3 qui vous permet, dans une zone d'effet 2, quand il va se déclencher, donc pour se déclencher, pour rappel, il faut qu'un adversaire rentre dans la zone d'effet. Une fois qu'il se déclenche, les adversaires, les ennemis qui sont dans la zone d'effet vont prendre un malus de -3 en mouvement jusqu'à la fin du tour. Donc typiquement, vous avez un personnage qui veut aller tout droit choper un de vos personnages qui est un peu trop exposé. Il a calculé, il lui faut 5 de mouvement, il en a 6, il dit c'est bon, j'y vais. Hop, il marche, il déclenche le piège, il va perdre 3 de mouvement. Il a plus assez de mouvement pour aller faire En ce qu'il veut. plus, il va se prendre des effets du piège, enfin, ça peut être sévère. C'est ça. Et ensuite, chez les Aethergil, vous avez aussi des cartes pour marquer des points de victoire. Là, typiquement, il y a un duo de cartes qui fonctionnent ensemble. C'est la clé à piston et la petite merveille d'Aether Mécanique, qui sont 2 cartes. Si vous en avez qu'une, vous pouvez la jouer, vous allez marquer 3 points de victoire. Mais si vous en avez 2 en main, les deux, vous allez pouvoir jouer et vous marquer 8 points de victoire. Voilà, c'est une petite mécanique pour scorer qui est un plus, qu'on voit déjà que les Aethergils peuvent marquer beaucoup de points sur la table. Elles ont quand même 2-3 outils via des cartes de pouvoir le faire. On va passer maintenant à mes petites cartes préférées perso. Alors il faut savoir que l'Aethergil, c'est la faction avec laquelle j'ai commencé et du coup celle avec laquelle j'ai le plus joué et celle que je préfère. Je ne vous dirai pas celle que je déteste le plus. Là n'est pas le sujet. Ça serait contre-productif. Oui, totalement. Mais il y en a que 2 pour l'instant. Donc, je vais commencer par l'action héroïque. Donc, l'action héroïque, c'est assez simple. Vous utilisez cette carte au début de l'activation d'un allié et ça va vous permettre d'utiliser la domination comme s'il avait tout chargé. Ouais, exactement. Donc, alors évidemment, on comprend que c'est intéressant soit pour les dominations qui demandent beaucoup de charge, c'est relativement évident, soit pour les dominations de type persistante, parce que ça va vous permettre aussi de fiabiliser un truc sur tout le reste de la partie. C'est ça. Mais là, du coup, naturellement, on pense à 2 personnages. Le premier, c'est le capitaine Anton Rivers. Alors, vous n'allez pas forcément avoir des corps à corps dès le début, etc. Mais ça peut être intéressant, puisque ça coûte 3 charges d'activer notre domination pour pouvoir faire taper tout le monde sur une unité ennemie. Et on va dire l'évidence, si vous voulez profiter de l'ulti dès le premier tour, qui est un ulti persistant, c'est Cyrus. Ouais, tout à fait. Et là, vous vous retrouvez avec un mec dès le T1 qui lâche ton ulti persistant jusqu'à la fin de la partie pour augmenter les points de victoire qui sont liés au raffinage, etc. Et là, du coup, le mec en face, il a intérêt à se presser parce que tout le monde, dès que ça raffine, ça va marquer des points. Ouais, c'est ça. C'est très exponentiel, en fait, si on arrive à le mettre T1. Complètement. Le deuxième, c'est le piège à dispersion aéthérique AV3. Donc, basique. C'est un piège que vous allez placer. C'est un piège à zone d'effet 1, ce qui veut dire que dès qu'il y a un ennemi qui va passer à une case ou dessus, de toute façon pour arriver dessus, il va devoir passer à une case. Exactement. Je suis un peu bête. Non, je dirais pas ça. Et ça inflige une touche de force 10. Ouais, c'est ça. C'est une attaque de contact de force 10. C'est très très létal. C'est très létal, surtout on aime bien foutre les pièges en fond de table, là où il y a les petits mecs un petit peu fragiles, etc. Clac. C'est ça. Bon, pour rappel, un piège, on peut pas aussi le mettre sous les pieds d'une figurine. Ça serait un petit peu costaud. Voilà, ce serait trop fort. Donc, normalement, il peut toujours s'en sortir. Sauf si on a quadrillé de pièges, et là, il va devoir faire des choix. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs rapidement des restrictions concernant la pose des pièges? Est-ce qu'on peut les mettre à 1 pouce Est-ce qu'on peut les mettre à une case des personnages ennemis? Est-ce qu'on peut les mettre sur des cases obstruées? Est-ce qu'on peut les mettre sur des couverts? Où est-ce qu'on peut les mettre? Non, c'est assez simple. En fait, vous pouvez mettre les cartes pièges sur une case libre. C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir de personnages. Les cases obstruées ne sont pas des cases libres. Donc, vous pouvez pas mettre des pièges sur une case obstruée. Et ni sur les pions failles, évidemment. Parce que les pions failles sont considérés comme des cases obstruées. Donc, ce qui veut dire, du coup, que si vous avez des pièges à zone d'effet 2 et que vous les collez à un personnage ennemi, vous êtes sûr que s'il se déplace, si le mec décide de bouger, il va déclencher le piège. Ouais, donc c'est assez intéressant. Là, en fait, on est sur des effets qui sont forts. Franchement, une touche de contact de force 10, c'est fort. Donc du coup, vous pouvez pas assurer, puisque s'il est à 1 pouce et qu'il part, il va pas le déclencher. Vous pouvez pas assurer de mettre un petit coup de fusil à un personnage. Ma dernière, qui s'appelle le dernier barreau d'honneur, c'est tout simple. Quand vous avez un allié qui est retiré du jeu, il va pouvoir attaquer juste avant. Donc, si vous avez un petit personnage à aller finir, là, on va pas s'étendre là-dessus, c'est relativement évident que quand vous êtes sur des personnages qui ne sont pas de type Cyrus ou Sarah, c'est fort. on est d'accord, voilà. Donc,
c'est toujours un petit effet qui se coule. On a des personnages qui tapent fort. Je pense notamment à une Sergent Layla qui serait sous buff ou ce genre de choses. Mais avant de retirer du jeu, si elle arrive à attraper un petit mage en face, eh ben, ça fait plaisir. Ouais, non, c'est ça, en fait, ça vous donne une... c'est assez surprenant comme carte, parce qu'il faut penser qu'elle est là, Ouais. mais vous avez besoin de les sortir. Alors, des fois, ça vous forcer à prendre un ordre de comment éliminer l'adversaire pour que cette carte ait le moins d'impact possible. Mais c'est vrai que c'est une très bonne carte de réaction. Ouais. C'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Alors moi, concernant mon top 3, j'ai pris des cartes... Bon, après, je pense que vous avez déjà vu sur ce que j'ai mis en rouchant. J'aime beaucoup le mouvement. Donc, j'ai mis une carte qui s'appelle Ordre de marche, qui permet de déplacer les alliés en début de tour de 3 cases. Donc, comme un petit mouvement d'avant-garde, hein, pour se déplacer, pour soit se rapprocher, soit se reculer, se mettre à couvert. Aussi. Voilà, c'est ça. C'est en fait, ça peut annihiler beaucoup de plans de jeu quand votre adversaire prend un risque, il calcule pour se mettre à la moitié de portée, pour anticiper après sur le tour d'après, parce qu'il va être toujours actif. Vous pouvez vous éloigner, ou au contraire, vous pouvez anticiper pour vous avancer. C'est quelque chose de très fort. J'aime beaucoup ça. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Ensuite, en deuxième carte, c'est la pièce porte-bonheur. Alors, c'est une carte que Pride adore aussi. C'est tout simplement quelque chose qui fiabilise l'ensemble d'un jet de dés. C'est-à-dire que quand vous jouez cette carte, vous la jouez immédiatement après avoir fait un lancer de dés, et vous relancez ce jet de dés. En fait, c'est un fiabilisateur extrême concernant l'aléatoire. On sait tous, on est d'accord, il y a des dés, c'est un parti pris, on aime les dés. Les craquages, ça peut arriver. Les dés ne nous aiment pas, enfin moi en tout cas. Oui, mais on aime les dés. Voilà, on aime les dés, même s'ils ne t'aiment pas. Là n'est pas la question. Et du coup, en fait, ça permet de fiabiliser tout simplement le craquage sur le moment clé. C'est une carte qui est très forte et qui est assez impactante. Mais on le voit, hein, d'ailleurs, c'est le genre d'effet qu'on a vu côté rouge sang, mais qui ont une contrepartie. Ouais, c'est ça. Avec la canalisation notamment, là vous perdez pas votre petit PV quoi. Bah, potentiel. Ouais, et là on relance n'importe quel jet de dés, c'est pas que sur l'attaque aussi. Et en plus c'est ça, puis en plus c'est une fois que les jets de dés ont été faits, donc vous avez fait un bon jet de dés, c'est bon, je me le garde pour plus tard, c'est pas intéressant. Ah j'ai fait un triplace, un fiasco, je relance. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis ma dernière carte, c'est encore une fois une carte de scoring qui s'appelle Mécène des Aether Guild. C'est une carte qui combatte très bien, entre autres, avec Cyrus. Parce que jusqu'à la fin de l'activation du personnage, il va doubler les points de victoire qu'il a marqués. Donc, on va doubler quelqu'un qui double déjà et qui marque beaucoup. En fait, c'est un personnage qui peut marquer énormément de points de victoire. Mais c'est une action combo. Hein. C'est-à-dire qu'on va jouer plusieurs cartes sur le même personnage pour pouvoir, à un moment clé, marquer 10, 15, 20 points. Ouais. J'exagère un peu. Hein. Mais il y a des combos un peu... 10, 15, non. Non, bah c'est possible. Bah, en fait, c'est simple. Il raffine la faille principale, il va marquer 2, plus 1, plus 1 s'il a fait son ulti, donc 4, x 2, 8, x 2, 16. Donc, tu n'abusais pas tant que ça. Donc, je n'abusais pas. Voilà, c'est des questions. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, c'est une carte qui est assez structurante et parce que les Aether Guild, c'est une course au scoring. Hein. Voilà, la létalité, elle est présente, mais elle est plus là pour la létalité pour ralentir l'adversaire. Ouais, exactement. Et du coup, le fait de pouvoir augmenter son avance en termes de score, ça met une pression aussi à l'adversaire. Ça se ressent très bien avec des personnages comme Eri, comme des automates qui sont des trucs pénibles. C'est-à-dire que c'est pas une létalité incroyable, mais hop, je suis tout seul, viens avec moi, tu vas pas faire ce que tu as à faire, je vais peut-être pas t'éclater, mais au moins t'es ici, t'es avec moi, hop, bouge moins de 3. Ah, il y a un piège, dommage. En fait, alors c'est pas du contrôle pur, puisque il y a on verra ça plus tard, une faction de contrôle pur qui est la faction qu'on appelle des beaux gosses. Échange d'esprit. Pardon, je me suis trompé. Mais voilà, on a quand même du contrôle, un potentiel défensif qui est là, un potentiel offensif qui est pas évidemment ce qu'on a vu côté rouge sang, mais qui est quand même hyper intéressant. Et on a plein de petits trucs de mind game, de psychologie qui sont toujours intéressants dans ces jeux où en fait, ça rajoute encore une dimension et c'est très très sympa. Ouais, en fait, c'est comme tu le dis, ça rajoute une dimension supplémentaire où c'est de la stratégie, mais aussi comme vraiment le jeu avec l'adversaire. En fait, c'est jouer avec. C'est-à-dire que essayer d'anticiper, on est vraiment sur du bluff. C'est presque du poker à un moment donné où quand l'autre il va poser ses pièges, qu'est-ce qu'il a mis là, pourquoi il l'aurait mis, et l'autre piège, qu'est-ce que c'est. Enfin voilà, c'est vraiment un échange entre les joueurs, ça crée un échange et c'est vraiment très intéressant de jouer. J'ai fait énormément de parties avec et contre les Aether Guild. Et c'est vrai que chaque partie est différente, et c'est un vrai plaisir. On a donc fini des différentes cartes, on va vous faire, comme d'habitude, un petit topo sur nos persos préférés avant d'avoir un petit point de vue, on va dire, global sur la faction et comment est-ce qu'on porte vis-à-vis des autres, etc. Avant de faire une petite conclusion aux oignons que tu as su nous faire avec brio. Donc, on va commencer tout de suite par nos persos préférés, et je vais prendre l'initiative. Je te la laisse.
Et je vais parler de mon perso préféré qui est Cyrus. Alors, pourquoi? De base, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un personnage qui est hyper atypique et qui va imposer à l'adversaire un tempo sur la partie, très clairement. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est que on le voit, on peut lui donner beaucoup de défense via certaines cartes, etc. En même temps, on n'a pas forcément envie, on est sur un personnage qui vaut 4 points, on n'a pas envie de sacrifier un personnage à 8 pour en défendre 4, c'est pas très rentable. Et en fait, c'est un personnage qui va être assez sympa parce que le but, ça va être, alors, dans l'idéal de le faire aller sur la faille centrale, mais en fait, il va être déjà hyper intéressant sur les failles latérales. Et l'idée, ça va être en permanence de le protéger avec les décors, avec les figurines autour, en faisant des petites zones, etc. Et moi, j'aime beaucoup parce que, voilà, comme je disais, il impose un tempo sur la partie, il a un gameplay très différent qui est un vrai support, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Vrai support et qui met une vraie épine du pied dans l'adversaire. Moi, quand j'avais joué un petit peu, je sais que ce qui m'avait embêté, typiquement, c'était les zones d'effet et le vol. Parce qu'effectivement, on peut jouer avec les décors, etc. On l'a vu hier, il y a des personnages qui volent, il y a des personnages qui peuvent voler. Et du coup, ça devient un petit peu compliqué parfois de le défendre. Et en fait, ce personnage est rapidement rentable, mais il devient extrêmement rentable au fur et à mesure de la partie. Et donc, voilà, il est primordial de le garder en vie. Et en fait, c'est en permanence, j'ai envie de dire, un petit trade-off, compromis, en fait, de dire, il va falloir que j'investisse des ressources sur lui pour qu'il soit rentable et en même temps qu'il reste en vie. Et en même temps, pas trop, parce on peut décemment pas investir 10 points pour en protéger 4. Ça n'a pas de sens. Et c'est là qu'on voit que quand on commence à jouer avec tout ce qui est automate, etc., c'est encore une façon de tout simplement le protéger, le rentabiliser, quoi. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, tu ne l'aurais pas choisi, je l'aurais sans doute choisi. Et puis en plus de ça, moi, c'est que j'ai un affect sur la patte visuelle et l'histoire du personnage. L'illustration, la figurine et son histoire est vraiment incroyable, moi, que j'aime beaucoup. Et du coup, moi, j'ai dû faire un choix et j'ai choisi Sarah. Pourquoi? Parce qu'elle joue autour de l'automate et que je trouve cette mécanique de faction vraiment extrêmement intéressante et assez forte. Et d'avoir un personnage vraiment qui synergise complètement avec l'automate, c'est génial. Pourquoi? Parce que j'adore ce qui est polyvalent. Et en fait, on peut rendre l'automate polyvalent à souhait. Il peut faire ce qu'on veut, pour être honnête. Hein. Il peut vraiment faire ce qu'on veut. Et donc, le fait de pouvoir fiabiliser le fait d'avoir les cartes pour lui donner des bonus, pour déjà l'avoir sur table, hein, au premier tour, c'est important. Parce que si on n'a pas si on n'a pas Sarah, typiquement, bah, c'est au bonheur la chance sur le tirage de la main pour avoir la carte composant. Donc, c'est pas évident. En plus de ça, c'est un personnage, mine de rien, qui va pouvoir avoir de la pioche. On a vu jusqu'à présent, on n'a pas vu de carte pioche. À part avec elle, qui pouvait recycler un composant pour aller piocher 3 cartes. Donc, elle a ce côté aussi hybride de nous apporter des ressources en main pour nos autres personnages. Et d'affiner le deck, toujours, etc. Voilà, c'est toujours pareil, on va fluidifier notre deck, parce que, pour rappel, une partie durant 5 tours, et on tire 5 cartes par tour, grosso modo, sachant qu'on ne peut pas refaire sa main complète, en fait. C'est-à-dire que si je joue 4 cartes, il va m'en rester une. J'ai le choix ou non de la défausser. Et après, je remplis ma carte jusqu'à 5. Mais si je la défausse pas, c'est-à-dire que j'irai pas voir toutes les cartes de mon deck. Donc, le fait de pouvoir, comme ça, aller chercher des cartes, piocher, on a vu d'autres mécaniques, hein, aller carrément jouer des cartes depuis le deck, ça fait que vous lissez votre deck et vous avez accès à beaucoup d'outils. Bien sûr, ça fait partie des mécaniques récurrentes qu'on a dans les jeux de cartes, en fait, voilà, on a certains decks qui vont aller, voilà, affiner le deck, parfois vous avez des decks qui vont jouer sur le deck adverse, mais voilà, l'idée c'est d'aller chercher les trucs dont on a besoin au bon moment, pour déjà les avoir au bon moment et pour ne plus les avoir quand on en a plus besoin, quoi. Bien sûr. Et franchement, pour conclure, en fait, c'est une faction qui a tous les outils nécessaires pour gérer à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que on joue contre quelque chose de très offensif, mais très fragile. On peut avoir de la létalité pour pouvoir, et du contrôle, en fait, pour les ralentir et les éliminer à distance. Éliminer menace par menace, à distance. Contre quelque chose de plus tanky et qui score beaucoup, on peut jouer aussi très bien en fond de cours et décider de nous aussi scorer, parce qu'on score très bien. Donc, en fait, on a beaucoup d'outils différents qui vont les rendre jouables contre absolument tout le monde. C'est vrai que de manière générale, ils sont quand même relativement résistants. Comme tu l'as dit, les outils de piège permettent d'avoir une petite, on va dire, chasse sur les personnages un petit peu fragiles à l'arrière. On a des personnages de cac, on a des personnages de distance. Les pièges, ça rajoute encore une dimension.
On n'oublie pas, mine de rien, mais le grappe point de notre pote Eric eh ben, fait que vous avez encore une dimension de contrôle sur l'adversaire qui est encore un Ouais. petit peu plus présente. Donc honnêtement, c'est vrai que c'est une faction qui paraît plus équilibrée Ouais, au c'est ça. sens polyvalent que ce qu'on a pu voir par exemple côté rouge sang. Bah, Quoi. c'est vraiment le parti pris lors de la création en fait, des 4 factions de démarrage. Euh, Celle-là, c'est censé être la plus polyvalente. Hmm. Ici, on ne doit pas avoir de match-up, si on parle de pourcentage, à plus de 60-40. Ouais. Voilà, il faut que ce soit la plus polyvalente, et c'est le cas. Vu les centaines de parties qu'on a fait, on est vraiment arrivé à ce qu'on voulait en fait. Hmm. C'était vraiment le but recherché, et on a trouvé l'équilibre qu'on voulait, et pour le coup, on est assez content là-dessus. Donc au niveau des match-ups, du coup, c'est peut-être un petit peu moins flagrant, ça va dépendre beaucoup de vos compos, etc. Ouais, Donc on a exactement. quelque chose de beaucoup moins tranché, enfin moins tranché, non pas que ça soit extrêmement tranché de l'autre côté, mais on peut avoir des petits avantages, des avantages. Oui, voilà, c'est ça. Là où on va peut-être être sur quelque chose où à la fois la dimension coterie plus la dimension, on va dire, choix de jeu Ouais. va être encore plus prépondérante, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça en fait. C'est ces choix-là qui vont nous permettre d'anticiper, enfin pas d'anticiper, pardon, mais plutôt d'axer notre jeu sur plutôt un avantage sur cette faction Hmm. ou sur l'autre ou sur l'autre. On va vraiment avoir le choix des 3 factions qui vont sortir autres. Et dans un match miroir, alors là pour le coup c'est vraiment open bar. On est sur un Ouais. 50-50 et YOLO. Ben écoute, je pense qu'on a fini de la présentation Ouais. globale, puisqu'on a attaqué les persos, les cartes, les aptitudes particulières sur la faction, et puis un petit topo global sur la façon dont ça se joue et comment ça se Ouais. comporte vis-à-vis du reste. Donc merci à toi, Bah non, merci, merci à toi d'avoir pris le temps de présenter cette faction qui est ma quand même préférée, c'est assez, normal. qui est assez atypique, très steampunk et victorien, donc qui donne un style assez sympa dans l'univers. Et c'est vrai que moi, visuellement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup Hmm. et que j'ai pas beaucoup l'habitude de consommer aussi, il faut le dire, le steampunk. Et pourtant, je trouve que ça colle parfaitement en fait dans cet univers. Ouais, c'est vrai ils sont particulièrement charismatiques et atypiques, Ouais. à la fois par rapport aux autres armées et dans l'univers. Mm. Donc merci encore à toi. Bah, merci Sam. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous passez en description, tu feras encore les nuits Et blanches je nécessaires. m'occuperai. Et je m'en occuperai. Et je vous dis salut, salut!